Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Nous allons faire cette fois-ci de la prospective politique, nous interroger sur le sort de 2020 où une élection présidentielle attend les Togolais. Pour en parler, un politologue, un spécialiste donc de la politique, m'a dit Mohamed Diabakate. Monsieur Diabakate, bonjour. Bonjour Gilles. Comment allez-vous? Je vais très bien. Nous allons parler donc de 2020. Vous n'êtes pas devin, devin même politique. Nous avons envie de savoir ce qui va se passer en 2020, notamment si le jeu n'est pas joué d'avance. Première question, Madi Djebakate, 2020, est-ce que c'est un rendez-vous important pour le Togolais? Bon, je dirais que je ne suis pas devin, mais je suis dans la science. Et il est vrai que quand vous posez les éléments comme il faut, vous pouvez vous permettre de tirer des conclusions, maintenant, quitte à les vérifier au moment opportun. Alors, 2020, effectivement, ce serait toujours un tournant parce que chaque élection présidentielle a toujours été un tournant, une attente pour les Togolais. Des Togolais qui, dans une certaine majorité, sont intéressés par un changement. Et je le dis parce que d'un côté, nous avons ceux qui cherchent l'alternance et de l'autre côté, nous avons ceux qui ont peur de l'alternance, mais qui peut-être vont céder à ces sirènes s'ils sont rassurés d'un lendemain meilleur après cette alternance. Voilà, donc c'est dire que 2020 représente pour beaucoup une interrogation, un rêve. Maintenant, une chose est d'avoir un rêve, une autre est de savoir comment est-ce qu'on peut matérialiser ce rêve. Martin Luther King a eu son rêve, on a vu après combien d'années il s'est matérialisé. C'est là aussi le travail à faire sur le terrain. Pourquoi globalement en Afrique et surtout au Togo, les élections présidentielles ou l'élection présidentielle est souvent l'occasion de crispation, de passion? Il y a eu une forme de focalisation excessive sur ce scrutin. Oui, non, je pense qu'en Afrique, au-delà de nos traditions ancestrales qui sont liées à des chefferies et autres, il est évident qu'aujourd'hui, tout le monde se dit que disposer du pouvoir présidentiel permet de régler les problèmes à tous les niveaux. En réalité, nous sommes dans un présidentialisme par destination. Donc, quels que soient les régimes dont on parlera en Afrique, la conception du pouvoir est celle-ci qui dit que le président, c'est lui qui a le premier et le dernier mot. Et quand on a ce poste, on peut arriver à régler tous les problèmes auxquels on peut être confronté. Donc, c'est ce qui donne cet attrait à la chose présidentielle. Vous prenez maintenant un cadre comme le Togo. Et n'eût été ces locales que nous avons eues il y a un mois de cela ou 2 mois de cela, il n'y avait pas ces enjeux. Ce qui fait que la compétition politique en Afrique n'a pas appris à gravir les échelons. On a plutôt été toujours dans cette dynamique du haut vers le bas. On n'a pas appris aux politiques africains ou togolais à gravir les échelons, faire les locales, les mairies, les régionales, ainsi de suite, pour arriver au sommet. Donc, chacun se réveille un matin, il crée un parti politique, il a une vision, il a une stratégie, et il se dit que la seule façon de pouvoir passer, c'est de se diriger directement vers une élection présidentielle. Et c'est ça la triste réalité. Donc, même dans nos partis politiques, en réalité, nous n'avons pas de moyens dans les partis politiques. Les seuls moyens sont les moyens dont dispose le président, et parfois ce sont ses propres finances, ou bien les finances d'appui de certains de ses proches. Et on ne peut pas prendre tous ces moyens et ces petits moyens pour faire vivre un parti, pour le structurer. Donc, on préfère les réserver, les mettre de côté pour la compétition par excellence, qui est la compétition présidentielle. En même temps, c'est vrai, parce que ça va au-delà des perceptions. En réalité, un président de la République en Afrique, il a beaucoup de pouvoir. En réalité, on tend à conférer à un président de la République plus de pouvoir que ne le lui confèrent les textes. C'est ça la réalité. Sinon, ce n'est pas qu'un président de la République a beaucoup plus de pouvoir, mais quand nous sommes dans une approche démocratique, ça veut dire que nous avons cette séparation des 3 pouvoirs qui, en réalité, se contrebalancent. Mais la conception faisant et certaines réalités faisant, on se retrouve parfois dans une confusion où le judiciaire est confondu au parlementaire et le parlementaire confondu à l'exécutif. Et en fin de compte, on a l'impression que c'est le président de la République qui a le dernier mot. Vous prenez un pays comme le Togo, il est évident qu'aujourd'hui, après plus de 50 ans d'un régime en place qui a su former, qui a su désigner, qui a su organiser les concours administratifs, ce ne sont que des inféodés qui peuvent se retrouver
dans ces différentes structures. Quand je prends par exemple le judiciaire, aujourd'hui, il est problématique. Quoi qu'on dise, réforme et autres, le Togolais n'a pas une confiance directe en son pouvoir judiciaire. Vous avez vu tout récemment, il y a eu des résultats qui ont été publiés et les gens étaient choqués de voir que tous les candidats, pour ne pas dire la majorité des candidats, venaient ou avaient des patronymes qui sonnaient d'une région donnée, quand d'autres ne l'étaient pas. Voilà. Vous prenez une assemblée que nous avons eue à la fin de l'année passée. Nous avons tous vu les conditions dans lesquelles ces élections ont eu lieu et nous avons tous vu les conditions dans lesquelles la CENI a opéré, au point où certains s'amusent à dire qu'il y a eu des nominations et non des élections. Donc, tout cela concourt finalement à dire qu'il y a une clé de voûte, c'est le président de la République. Et quand on est président de la République, on arrive à tout cela. Et je prends le Bénin voisin. Vous avez vu comment est-ce que Patrice Talon est arrivé et progressivement, il a mis en déroute tout le monde. Et aujourd'hui, vous retrouverez au Bénin, le Bénin a une approche similaire à celle du Togo aujourd'hui. Que ce soit l'Assemblée nationale, on a vu comment est-ce que les élections ont été organisées, comment est-ce que les partis politiques traditionnels ont été mis hors course. On a vu comment est-ce que le pouvoir judiciaire aujourd'hui est utilisé. Donc, c'est dire qu'en Afrique, on a malheureusement cette tendance à croire que lorsqu'on est président, on doit être au-dessus de toutes les autres institutions. Est-ce que ce n'est pas utile que l'Afrique ait, ou les pays africains disposent de présidents forts, qui aient des pouvoirs forts? Parce que c'est comme ça, c'est expliqué au Bénin, par exemple, où il dit que lui, Patrice Talon, il va compromettre la paix pour le développement. Oui, mais le Bénin a essayé plus de 30 ans d'approche démocratique. Est-ce que ça a empêché le Bénin d'aller de l'avant? Je ne pense pas. Est-ce que le Bénin est allé de l'avant? Parce que les mêmes problèmes se retrouvent d'un président à l'autre, le taux de chômage qui est très élevé, vous savez, la paupérisation qui est galopante. Mais le taux de chômage, ce n'est pas par décret qu'il est réduit. Non, ce n'est pas ça. Ce sont des politiques qui sont mises en place et accompagnées. C'est une question de gouvernance avant tout. Et malheureusement, c'est ça qui fait défaut dans la plupart de nos États. La gouvernance n'accompagne pas. Et c'est ça. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas dire que l'autre a été le diable. Non, c'est la gouvernance. Quels sont les mécanismes que vous avez mis en place? Est-ce que ces projets ont été exécutés comme il faut? S'ils n'ont pas été exécutés, est-ce que ceux qui étaient chargés de leur exécution ont été interpellés? Si interpellés, est-ce qu'ils ont été sanctionnés parce que n'ayant pas exécuté le contrat pour lequel ils ont été mis là-bas? Je pense que ce sont ces choses qu'il faut se voir en face, plutôt que de croire que c'est la personnalité d'un président qui permet forcément à un pays d'aller de l'avant. Si vous le faites, c'est vous-même qui allez lâcher après être évacué de temps en temps dans des hôpitaux. Le problème, c'est que même si vous avez de bonnes intentions que vous tentez de mettre en place, vous avez quelques chômeurs, quelques, comment on les appelle, des manipulés qui vous mettent dans des bâtons d'un roue, qui organisent des rêves à répétition, qui sont dans les rues, qui font tout pour compromettre votre... Alors, si c'est manipulé, comme vous le dites, trouvez de quoi leur donner pour qu'ils ne soient pas manipulés. Ou bien, répondez à ce qu'ils disent. Invitez-les, écoutez-les. Ou bien désignez des gens qui soient en contact avec eux et pour les écouter et leur faire part de ce que vous avez retenu. Mais est-ce que cela, on peut dialoguer avec eux quand la manipulation... Non, vous savez, on peut dialoguer. La manipulation, on ne s'en plaint que lorsque on n'en est pas l'auteur. Sinon, nous sommes tous dans un jeu de manipulation. C'est quand on n'est pas l'auteur de la manipulation qu'on est scandalisé. Mais on est scandalisé parce qu'on sait que c'est de la manipulation et on le sait parce qu'on y est habitué aussi. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire, aujourd'hui, je constate que dans la plupart de nos États, on s'amuse plutôt à nous vendre des rêves, comme le font habituellement les gens sur les médias, des novices. Maintenant, c'est l'appareil d'État même qui vend des rêves, qui communique autour de ces rêves, qui dit la réalisation de ces rêves et qui refuse d'entendre toute voix discordante à propos de ces rêves. C'est ce qui se passe. Et donc, en fin de compte, quand des gens voient cela, il leur suffit juste d'attirer l'attention de ceux qui sont embarqués dans ce rêve et on commence par avoir des réactions contraires au rêve et là, on crie à la manipulation. Alors que pour éviter la manipulation, il faut juste jouer carte sur table avec les gens. Vous disiez tantôt que chaque élection présidentielle est unique. Est-ce que celle de 2020 ne va pas ressembler aux élections de 2005, 2010, 2015? Alors, je pense que c'est la phase la plus intéressante du débat que nous allons aborder. Alors, j'aimerais poser un principe d'abord.
l'élection de 2020 ressemblera aux élections antérieures si, je dis bien si. Le premier principe, c'est que, vous savez, en 2005, rien ne présageait Faure Gnassingbé comme président de la République togolaise. Même quand vous voyez le gouvernement, le dernier gouvernement de son père, il n'avait aucune position qui le mettait dans cette posture favorite. Vous voyez. Mais on a eu Faure Gnassingbé comme président en 2005 parce que le parti au pouvoir est arrivé à un compromis. Quel compromis? Il y avait plusieurs éléphants dans le parti au pouvoir, chacun ne voulant pas que l'autre accède à ce poste. Ils ont essayé de se combattre et après ils se sont dit, bon, pour calmer les jeux, allons chercher quelqu'un dans la famille du président, on le met là-bas, il fait le travail. Donc c'est le dénominateur commun. C'est le dénominateur commun que le parti a pu choisir. Que le parti a pu choisir. Et heureusement pour Faure Gnassingbé lui-même, quand il a été choisi comme dénominateur commun, il a maintenant, au fil des ans, su mettre, neutraliser tous ceux qui croyaient qu'il était ses pions, leur pion pour pouvoir l'utiliser à sa guise. Progressivement, il a pris le contrôle et c'est lui maintenant qui s'est installé. Je le dis juste pour attirer notre attention que le destin de Faure Gnassingbé s'est joué un 5 février 2005. Ce qui veut dire que le destin de l'élection présidentielle de 2020 peut se jouer en une journée. Tout dépend de ce qui sera mis en place. Et aujourd'hui, quand vous prenez, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a au Togo deux catégories de personnalités. Une première catégorie qui est pour l'alternance, rien que l'alternance, et une seconde catégorie qui est pour l'assurance d'avoir une alternance paisible. Ça et là, les gens diront, on a vu la Libye, ce que ça a donné, on a vu au Mali ce que ça a donné, on a vu au Burkina ce que ça a donné, ce qui, bien évidemment, peut inspirer des craintes des uns et des autres. Alors, pour arriver probablement à cette alternance, parce qu'il y a deux éléments qui rentrent dans le cadre de l'organisation d'une élection. C'est d'abord la CENI en tant qu'organe de gestion des élections. La commission électorale. Et de l'autre côté, la Cour constitutionnelle comme organe chargé de publier les résultats. Et de trancher les contentieux. Et de trancher les contentieux. Alors, ça veut dire que ces deux acteurs, est-ce que d'ici 2020, ils seront réformés ou changés comme on le souhaite? C'est là où ça va se jouer. Si c'est avec la Cour constitutionnelle actuelle, si c'est avec la CENI actuelle, je ne pense pas qu'il y aura match. Oui, mais ce ne sont pas ces organes qui font les élections. Non. L'élection est d'abord faite par un scrutin non. Où des électeurs mettent leur bulletin dans l'urne et ces organes sont chargés de les compter. Laissons ça. Nous parlons sur la base d'une ancienne corde. Nous tissons la nouvelle corde sur la base de l'ancienne. Nous savons ce que ces organes ont comme responsabilité dans les processus. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez beau frauder au cours d'une élection dans un bureau de vote, personne ne va vous arrêter. Et quand vous allez à la CENI, on vous dira, OK, nous le mettons dans le procès verbal et nous transmettons à la CENI. La CENI fait sa compilation sur les vols, sur les procès verbaux, tout ça. Il dit, OK, nous avons bien noté, nous transmettons à la Cour constitutionnelle. Et c'est la Cour constitutionnelle qui voit tout ça et dit, bon, ça, c'est pas un problème, évoluons. Donc, ça veut dire que ça se joue là-bas. Alors, c'est vrai que quand je parle de la CENI aussi, il y a un élément important, c'est le fichier électoral. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a eu, à la veille des locales, il y a eu une révision des listes. Est-ce qu'on s'arrête à ça pour préparer la présidentielle? Est-ce que, même si on ouvrait une nouvelle révision des listes, les gens iraient se faire enregistrer? Il faut s'interroger. Parce que pourquoi est-ce que les gens ne sont pas allés se faire enregistrer? En réalité, au-delà de ceux qui... Oui, mais vous dites les gens ne sont pas allés se faire enregistrer. Oui, parce que quand vous voyez la taille... Vous parlez de quels gens? Parce qu'en définitive... J'y viens. Quand vous voyez la taille du fichier électoral, vous êtes conscient avec moi que les gens ne se sont pas fait enregistrer. Non, le fichier électoral, c'est autour de 3500 électeurs. Sur une population de 7 millions, vous ne pouvez pas me dire quand même que... Vous savez, nous avons une population assez galopante et nous avons des chiffres obsolètes. Quand vous prenez la mobilisation, elle se joue où?
Elle se joue à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est est-ce que ce serait une élection comme celle que nous avons connue de par le passé? Si la personne répond elle-même à cette question par oui, elle ne voit pas l'importance d'aller se faire enrôler. Le deuxième niveau, est-ce que nous aurons finalement une opposition qui ira à ces élections dans une dynamique unitaire, ou bien nous allons assister à ces bombements de torse ça et là? Si ce sont les bombements de torse ça et là, ça ne sert à rien d'aller perdre le temps pour aller s'enregistrer. Et c'est là où ça se joue réellement. Oui, m'a dit, entendons-nous bien. Oui. Un fichier électoral, d'accord, qui accouche de 3500 électeurs environ sur une population de 7 millions environ, vous ne pouvez pas nous dire quand même que ce fichier est faible. Ce fichier est faible et il n'est pas fiable. Je vais vous dire pourquoi il n'est pas fiable. Ça, c'est... Non, ce fichier est faible. C'est subjectif, c'est votre analyse de la situation. Ce n'est pas une question de subjectivité. Non, ce n'est pas une question de subjectivité. C'est-à-dire, nous avons des éléments de communication. Et c'est sur ces éléments qu'il faut lire. Est-ce qu'aujourd'hui, tous les cas de dénonciation qui ont été faits par des gens qui étaient sur le terrain, d'enrôlement de mineurs et autres, est-ce que ces cas ont été relevés et fait chaud? Non, vous savez, a reconnu la CENI, ces irrégularités et a estimé que les mineurs ont été épurés de la liste. Épurés sur quelle base? C'est un fichier qui a été audité par des experts de la CEDEAO. Non, épuré sur quelle base? L'expert de la CEDEAO, il a audité sur quelle base? Il a audité sur la base d'un texte existant. Et ce texte existant dit que il suffit juste qu'une autorité coutumière ou un représentant d'un chef soit là pour attester de la qualité de la personne, attester de son âge. Alors, quand l'expert vient et que ces 2 conditions sont remplies, vous voulez qu'il dise quoi? Vous voulez qu'il aille prendre le carbone 14 pour dater le bras de l'enfant pour dire que c'est vraiment chose? Non. Et ce sont des situations qui se passent où? Dans des zones difficiles d'accès. Donc, quand l'expert vient, il fait son audit où? Dans une base de données, dans un bureau ici. Ce n'est pas sur le terrain, ce n'est pas le direct. C'est pourquoi je suis de ceux qui disent toujours que la CENI nous produit ce qu'elle doit produire parce que la loi qui lui permet de travailler crée déjà les anomalies pour conduire à ça. Oui, mais justement, si c'est déjà légal ce que la CENI fait, est-ce qu'il faut demander autre chose justement, que la légalité? Non, vous savez, Gilles, je vais retourner chez moi, Mango. La faune était légale à l'époque. Mais quand l'heure est venue, tout le monde a condamné la pratique de la faune. Vous voyez, ce n'est pas le fait qu'on ait écrit quelque chose dans un texte en dur qui lui rend son caractère légal en réalité. Ça, c'est de la légalité sur un texte. Ça n'a rien de légal. C'est juste un texte qui, par des circonstances, s'est imposé. Mais ça ne veut pas dire que c'est légal. Non. Non. C'est de l'usurpation de légalité. Légitime ou de non, légalité? Je ne veux même pas utiliser le mot légitime. Je dis c'est une usurpation de l'égalité. C'est une usurpation. C'est un nouveau contexte que vous inventez. Non, ce n'est pas une... La légalité, la conformité à la loi. Non, justement, la conformité à la loi ne doit pas être interprétée de façon extravagante. La conformité à la loi, pour moi, si je veux être conforme à la loi, c'est qu'il y a des textes qui définissent clairement comment est-ce qu'un enfant est né, on l'enregistre à l'état civil, il dispose d'un acte de naissance et c'est ce qui permet de fixer ou de clarifier son statut, son âge. Mais on m'a dit si quelqu'un n'a pas son acte de naissance, la faute n'est pas à rejeter sur la CENI, la commission qui organise les élections. Justement, c'est pourquoi je dis des textes approximatifs sont mis à la disposition de la CENI et ça donne ce que ça donne. Mais est-ce que les acteurs politiques se sont entendus sur les tests que vous jugez approximatifs? Non, mais est-ce que, parce que des acteurs politiques se sont entendus, que nous, acteurs de la société civile, personnes ressources, nous ne pouvons pas les interpeller sur leurs errances? Donc, s'il faut interpeller, c'est sur les tests et non sur ceux qui respectent les tests. Non, justement. Même quand on dit un ordre manifestement illégal n'a pas besoin d'être respecté. Non, Gilles, nous n'allons pas faire un jeu de mots. Moi, permettez-moi de rester dans ma démonstration. Alors, ce qui veut dire que si vous n'avez pas les éléments mobilisateurs pour que des gens puissent se faire enregistrer, si vous n'avez pas une opposition qui décide d'aller ensemble à une élection,
vous n'aurez rien de nouveau en 2020. C'est ça la réalité. Maintenant, quitte à voir comment est-ce que les acteurs de l'opposition apprécient la situation et se préparent en conséquence. Aujourd'hui, par exemple, à la date d'aujourd'hui, je dirais que nous savons d'office que Jerry Tama est candidat pour 2020 et il dit comme c'est une élection à 2 tours, il peut aller au premier tour et verra au deuxième tour qu'est-ce qu'il peut faire. Je sais qu'il y a une nouvelle vision qui se positionne également pour 2020. Obenton, c'est avec Obenton, le premier à... Voilà, qui se positionne pour 2020. Ouais. Donc, ce sont déjà des signes précurseurs de la multiplicité de candidatures pour arriver au même résultat des années antérieures. Oui, mais est-ce que cette multiplicité de candidatures ne va pas favoriser quand même une participation plus forte? Pas du tout. Elle va plutôt décourager. Elle va décourager. Mais il y aura toujours une participation plus forte de la part du régime. Oui, mais d'autres observateurs disent le contraire, parce que une candidature unique, ça peut frustrer ceux dont le candidat n'est pas retenu. Vous savez, une candidature unique, dans quel objectif? Oui, une candidature unique de l'opposition. Oui, dans quel objectif? Ce n'est pas une question de candidat retenu ou pas. Alors, s'agissant de la candidature unique, vous savez, j'ai dit 2 choses. La CENI, la Cour constitutionnelle. Avec ces gars-là, actuels, on n'ira nulle part. On n'aura que les mêmes résultats antérieurs. Maintenant, c'est votre avis, hein? Bon, on sera toujours là, ici, dans ces mêmes conditions, et je me ferai le plaisir de répondre à votre invitation d'alors. Dans ces mêmes conditions, c'est-à-dire aujourd'hui, là où nous sommes, et ça, je vais le dire de façon directe et un peu, disons, souriante, c'est-à-dire, on arrive à obtenir une alliance de l'opposition autour d'un candidat qui n'est pas forcément d'un parti politique, qui peut être une personnalité publique. On a le pouvoir en place, on débouchera sur une crise préélectorale qui va conduire à avoir les réformes de la CENI et de la Cour constitutionnelle avant même les élections. Je n'ai pas compris ce que vous dites. Non, je ne vais pas répéter aussi. On ne va pas faire un dialogue. Non, ça, c'était un scoop, je ne vais pas répéter. Allons-y. On ne va pas faire un dialogue dessous, Madi Diabakate. En tout cas, ce que je peux dire de façon simple, c'est qu'avec la CENI actuelle, avec la Cour constitutionnelle actuelle, nous n'aurons rien de conséquent. De toute façon, est-ce que la Cour constitutionnelle ne sera pas réformée dans la mesure où les dispositions constitutionnelles imposent de nouvelles normes? Oui, mais réformer comment et par qui? Oui, la CENI actuelle. Les tests ont déjà parlé. Il y a la feuille de route de la CEDEAO. La feuille de route de la CEDEAO. Il y a une modification constitutionnelle qui fixe les bases. La feuille de route de la CEDEAO, elle a parlé également de la CENI. Est-ce que la CENI a été réformée? La feuille de route de la CEDEAO n'a pas parlé de... Elle a parlé de la CENI? Non, de réformer la CENI. Elle a parlé de la CENI. Oui. Elle a parlé de la CENI. Je ne parle pas de la communication faite autour de la feuille de route de la CEDEAO, mais je parle de la feuille de route de la CEDEAO. Elle a parlé de la CENI. Et quand vous lisez bien la feuille de route de la CEDEAO, c'est une invitation d'ailleurs à constitutionnaliser la CENI au lieu de la laisser comme au bon vouloir du législateur. D'abord, j'invite tout le monde à retourner à la feuille de route et non à se cantonner à ce qu'on dit à propos de la feuille de route. Cette CENI, en réalité, elle a juste été changée en tenant compte de nouveaux acteurs issus au lendemain des élections du 20 décembre. Vous voyez? Donc, alors qu'en réalité, ce qu'on attend de la CENI, ce n'est pas ça. On attend vraiment de cette institution qu'elle soit une institution d'appui à la démocratie, qu'elle dispose des moyens et prérogatives convenables, et non qu'elle reçoive des lettres du ministre de l'Intérieur pour lui dire que tel parti, telle association ont des fonds douteux pour qu'ils ne leur donnent pas d'accréditation pour observer les élections. Oui, mais est-ce que vous ne faites pas des amalgames? Le ministère de l'Intérieur, c'est quand même la structure qui donne l'autorisation d'installation de ces... Non. Le ministère
Les organisations nationales ont déjà leur installation, ils ont déjà leur autorisation. La loi électorale dit, en collaboration avec le ministère, on délivre l'accréditation aux observateurs internationaux. On n'a même pas parlé des observateurs nationaux. On n'a même pas parlé des observateurs nationaux. J'invite les uns et les autres à toujours relire la loi électorale. Donc, ce que je disais, il faut une CENI qui jouisse pleinement de ses prérogatives. C'est à cette réforme qu'on appelle. Plus loin, il faut une CENI qui ne soit pas un repère de politiciens, mais soit un repère de techniciens pour faire du travail et non pour faire de la suspicion, de l'espionnage pour le compte d'un parti. Madi Diabakate, j'ai du mal à vous comprendre parce que nous avons une CENI en place qui a toujours organisé les élections. Non. Les acteurs politiques se sont toujours entendus sur la question. Non, vous savez, avec la justement, ce ne sont pas des acrobaties. Le ministère de l'Intérieur ce ne sont pas des acrobaties proposé politiques. une CENI technique. Les opposants ont crié à sur le modé. Vous savez, ce n'est pas parce que les opposants ont crié et que ça arrange les gens qu'il faut dire que les opposants ont crié. Les opposants ont crié à beaucoup de choses, mais les gens ont fini par le faire. Mais quand ça vous arrange, il ne faut pas dire parce que les opposants ont crié. Et comme vous le dites si bien, la CENI, au lendemain de 2015, a fait une proposition dans ce sens. Ce n'est même pas le ministère de l'Intérieur. C'est la commission d'alors qui a proposé cette allure vers une CENI technique. Mais parce que, justement, on est dans un contexte où chacun croit qu'il faut envoyer des chiens de garde à la CENI et voir comment est-ce qu'ils se comportent, on croit que c'est le bon sens. Et parce que les politiques sont d'accord, nous, on va accepter. C'est de la même façon, et à la suite de l'aberration de l'APG, qui a dit aux partis politiques de désigner des organisations de la société civile proches d'eux, qu'aujourd'hui encore, ou bien dans le cadre de la feuille de route de la CEDEAO, on a vu encore les partis politiques se lever, dire que telle association, elle est proche de l'opposition, telle association est proche du pouvoir, aller à la CENI en notre nom. Non, il faut aujourd'hui qu'on puisse quand même, à un moment donné, interpeller les gens quand on constate que là où ça va, là, ça n'arrange personne. Oui, mais il y a des bonnes pratiques. Sans étiquette. Non, vous savez... Vous, par exemple, non, il y a des techniciens. Oui. D'abord, je peux vous rassurer d'une chose. Je suis à l'aise dans ma posture actuelle. Donc, je ne suis pas candidat à la CENI. Deuxième chose, si un politicien a les compétences techniques pour siéger à la CENI, c'est un appel à candidature avec tout un processus qui se fait. On l'a vu en Centrafrique, ça a été fait. Et on désigne les gens sur la base de compétences techniques. Et on arrête cette affaire de « il est proche de nous, il est proche de l'autre ». Non. S'il y a des Togolais qui ont les compétences techniques, ils peuvent le faire. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que ça manque. Sauf que quand vous allez à la CENI avec en tête une mentalité prédestinée à aller défendre votre parti politique, alors qu'on vous demande d'aller défendre la démocratie togolaise en construction, vous êtes mal barré. Mais il n'y a aucun instrument pour mesurer la mentalité, justement. Non, justement, un instrument de base pour mesurer cette mentalité, c'est d'abord aller là-bas sans avoir le mandat d'un parti politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de disposer des compétences pour pouvoir faire le travail. C'est tout. C'est pas de la magie. C'est pas de la magie. Et donc, pour vous, si je vous comprends bien, vous voulez dire que si les choses restent en l'état aujourd'hui, 2020, le jeu est déjà joué. Il n'y a rien en face, c'est maïs, comme le dit Blegoudou. Rien n'est en face. C'est maïs. Donc, vous voulez dire que l'opposition n'existe pas aujourd'hui, elle n'est pas assez structurée pour faire face à cette échéance électorale. Non, c'est-à-dire, moi je dis que tout est une question de planification et d'organisation. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets. Donc, il ne faut pas croire en l'exceptionnel. Je dis c'est vrai. C'est une nuit du 5 février 2005 que le destin de Faure Gnassingbé s'est joué, au point où même quand il a démissionné, il a pu revenir miraculeusement avec des élections que nous connaissons tous dans quel contexte, à la tête de l'État togolais. Ça veut dire qu'un compromis a été fait, des gens se sont engagés pour ça. Voilà. Aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut amener une situation de base, même avant ces élections, qui puisse conduire à un compromis pour revoir
deux outils importants dans l'organisation d'une Oui, élection. mais est-ce que ce n'est pas tard? Parce que selon la Constitution, la présidentielle doit être organisée courant mars-avril 2020. Ça veut dire que nous sommes à 6-7 mois des élections dont on ne connaît pas encore les candidats, en tout cas du côté de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas tard pour faire tout ça? Non, vous savez, ce n'est jamais tard quand c'est pour mieux faire. C'est tard quand c'est pour rafistoler en faveur de quelqu'un. Mais quand c'est dans l'intérêt général, qu'on pose des conditions communes, unanimement appréciées par tout le monde, je pense qu'il n'y a pas débat. Mais on ne connaît pas encore les différents candidats. Non, c'est pourquoi je dis, on n'a même pas... Supposons qu'on ne change pas les tests, d'accord, et qu'on veut participer à ces élections en tant qu'expert, hein, parce que vous accompagnez des politiques parfois dans leur stratégie de communication, stratégie de contexte de l'électorat. À combien de mois doit-on se déclarer avant les... Non, je salue déjà aujourd'hui tous ceux qui se déclarent candidats. Il ne faut pas attendre 2 mois ou bien 1 mois avant. 6 mois avant, est-ce que c'est suffisant, non, selon vous? Peut-être même plus tôt. Politique. Oui, juste que je plus tôt. En réalité, prenez par exemple une élection américaine. Vous voyez quand est-ce que les primaires commencent? Au moins 1 an avant. Et quand ça, c'est la phase officielle. Donc, disons, déjà à mi-mandat, ceux qui sont candidats pour se positionner, ils commencent déjà par affûter, par faire chose. C'est en Afrique où on vous dit que quand tu as des ambitions, il faut te taire et au dernier moment, tu sors par surprise pour venir l'annoncer, alors que les gens s'étaient déjà préparés à autre chose. Oui, en 6 mois, est-ce qu'on peut s'organiser convenablement pour une bataille électorale de cette taille? Si des gens créent des partis politiques juste pour être candidats aux élections présidentielles, je pense que depuis la création de leur parti politique, ils sont assez outillés et prêts pour aller à une élection. Quand je prends 2005, en 2005, si vous vous souvenez très bien, c'était une affaire de mort subite. Oui. Et dans ce contexte, on a vu une coalition de l'opposition derrière Feu Bob Akitani. Et on a tous vu comment est-ce que cette coalition a permis de créer l'équilibre des pressions. Ce qui a permis, malgré le forcing électoral du pouvoir en place, de les amener tous à Abuja et de décider à partir d'Abuja d'aller vers l'apaisement, d'aller vers un semblant de transition que Edem Kodjo, entre-temps, a saisi rapidement au vol, qui après a échoué entre les mains d'Agboibo, qui a été vilipendé par ses cousins de l'UFC. Donc, c'est dire que, entre-temps, cette alliance de l'opposition a permis de créer les conditions nécessaires à un dialogue. Mais c'était dans un contexte particulier où le mode de scrutin était à un seul tour. Maintenant que la Constitution a été révisée et que les élections auront lieu à 2 tours, est-ce que c'est la peine, d'accord, que l'opposition se mette ensemble? Est-ce que c'est une condition... Gilles, oui. Vous savez, chez les évêques, on dit « Amène-toi, y'en a plein con, plein con ». C'est-à-dire... Vous êtes de Mango et vous utilisez des proverbes. Bon. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens s'amusent en ayant été crédités il y a 5 ans, peut-être d'un score de moins de 3%, pour prétendre aujourd'hui être capable d'aller à 50%, alors qu'on n'a pas mis le préalable qu'il faut. On en est conscient, les militants en sont conscients, mais on finit par se remettre spontanément, je ne sais pas par quelle euphorie, à un mythe pour dire qu'on pourra l'avoir. Non, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas. Même si je sais que... C'est mathématique selon vous? Non, ce n'est pas une question de mathématiques. C'est une question de planification et de travail. Ça veut dire que ce qui nous a empêchés d'avoir plus que ce qu'on a eu, est-ce qu'on a essayé de le corriger? Qu'est-ce qu'on a fait? Nous savons tous que les gens se réveillent à 6 mois des élections le plus souvent pour nous rappeler qu'ils sont politiciens. Non. Donc, c'est de la même façon, tous ceux qui étaient aux élections passées, si vous êtes allé à des élections passées, où toute la certitude, vous l'avez vu tout récemment d'ailleurs en Mauritanie, où l'opposition est allée en brin dispersé au premier tour, et le candidat du pouvoir est sorti au premier tour avec sa majorité calmement. On l'a vu d'ailleurs chez nous ici, en 2015 également. Donc ça veut dire que, avant déjà, avec une élection au premier tour, on se débrouille pour sortir à 50%. Pourquoi est-ce que dans le cas d'une élection au second tour,
on va s'amuser à sortir avec moins de 50%. Vous savez Oui, ce mais qu'il y a? on a vu en RDC, les opposants, ils sont allés en rang dispersé. C'était même un scrutin uninominal à un seul tour. Mais il y a eu changement. Le candidat du parti au pouvoir a été battu. Non, de la RDC, parlons-en. La RDC, les gens ont fait un compromis. Vous avez vu la Cinco qui, à un moment donné, s'est retenue. Et dans le cas de la RDC, c'est là aussi où je me dis parfois, il faut vraiment qu'on puisse écrire la stratégie politique africaine. Elle est parfois impressionnante. C'est-à-dire, le gars sait que vous l'attendez au tournant, il dit, OK, mon candidat ne passe pas, mais parmi vous-même là, je prends quelqu'un et je le récupère. Et je vous prends à votre propre piège. Et aujourd'hui, en RDC, on a un président qui est bloqué depuis qu'il n'a pas de gouvernement. Parce que, justement... Le gouvernement est en train de sortir. Non, justement parce que tout a été fait de sorte à ce que les autres organes de contrôle soient restés. Tout le monde était fixé sur le fauteuil présidentiel. Mais c'est aujourd'hui qu'on se rend compte en RDC qu'il ne suffit pas d'avoir le fauteuil présidentiel. Il faut avoir le Sénat, il faut avoir l'Assemblée nationale, il faut avoir les gouverneurs des provinces. Parce que tout le monde voulait Kabila. Kabila leur a servi son poste, mais en les prenant à défaut et en les divisant. Mais tout le reste, il le contrôle. Donc, c'est une façon de dire que même si nous avons des élections à 2 tours, pour rechercher l'objectif que les gens, les uns les autres, veulent, il faut arriver à aller au premier tour en rang uni. Est-ce que c'est possible, cette union de l'opposition, vous qui avez assisté à tous les déchirements, dont le dernier a eu des effets dévastateurs, au point que la C14 soit devenue aujourd'hui, certains l'appellent coquille pratiquement vide, et chacun va de son côté. Est-ce que c'est possible au sein de l'opposition de recoller les morceaux aujourd'hui? Non, vous savez, tout est question d'intérêt en jeu. Si les gens savent que leur intérêt majeur, ce n'est pas leur ego, mais c'est le peuple togolais, ils vont arriver à recoller les choses. Nous avons tous vu comment est-ce que... Vous savez, ce qui est dommage au Togo, c'est qu'il faut faire ses preuves, faire des sacrifices avant d'être accepté. Nous savons tous que le PNP n'était accepté par personne. Le parti de Tipi Atchadam. Il a fallu qu'il y ait quelques pertes en vie humaine, des tensions la demain du 19 août, et le PNP était devenu fréquentable, était directement à la table des aînés. À la table d'Adon d'ailleurs. Donc, ça veut dire que c'est malheureusement la pratique au Togo. Aujourd'hui, vous prenez par exemple un Djeri Tama qui dit, bon, dans tous les cas, il faut une alternance, il en est convaincu, il dit, mais il sera candidat au premier tour. C'est justement parce que Djeri Tama n'a jamais été suffisamment accepté dans l'opposition. C'est pourquoi... Oui, justement, mais est-ce qu'il a fait ce qu'il faut pour être accepté aussi? Non, justement, le problème, c'est que il ne faut pas qu'aujourd'hui, des gens puissent fixer un baromètre de qui est opposant ou qui ne l'est pas. C'est qui se déclare opposant. Donc aujourd'hui, c'est sur la base de qui se déclare opposant qu'on arrive à construire un compromis d'ensemble dans lequel tout le monde va se retrouver. Mais on ne va pas être opposant. Avec des taupes, non, on ne va pas être... Vous savez, cette affaire de taupes-là, ce sont pas c'est pas de la magie. Vous savez, tout le monde est infiltré. Ce n'est pas un parti politique qui infiltre les gens. Tous les partis politiques au Togo, là, ils sont infiltrés. Même des gens de UNIR viennent filer des informations à ceux de l'opposition. Chez ceux de l'opposition, ils vont infiler à UNIR. Tout le monde est infiltré. C'est un partage de bonnes pratiques. Tout le monde donne les informations. Maintenant, en fin de compte, c'est qui arrive à utiliser... La société civile est infiltrée aussi. Bien sûr. C'est qui arrive à utiliser l'information comme il faut. C'est tout. C'est l'usage de l'information qui est le véritable enjeu. Donc, il n'y a rien à craindre de ce côté. On a un projet de société, on trouve une personnalité qui peut vraiment l'incarner, on se mobilise derrière lui, on met en place tout ce qu'il faut pour l'accompagner. Je vous dis que vous verrez des choses avant même que l'élection n'ait lieu. Oui, mais et comment construire méthodiquement cette hypothétique union de l'opposition? En tant que je pose la question à un politologue, oui. Scientifiquement, quelle démarche? Non, cette démarche, d'abord, elle doit émaner de l'opposition elle-même. Il faut qu'un leader de l'opposition... n'est pas une entité... Non, justement, c'est pourquoi il dit il faut qu'un leader de l'opposition, d'abord, se lève et puisse mettre cette proposition sur la table et puisse se dire,
je suis prêt à l'accompagner et maintenant faire les discussions avec les siens pour pouvoir arriver à ce compromis d'ensemble où on fait taire les égos et on se dit, ce n'est pas tel parti qui met un candidat, mais ce sont des partis qui mettent un candidat pour le Togo pour atteindre un objectif donné. C'est tout. À la lumière de ce que vous connaissez du Togo, est-ce que vous pensez que ce soit quelque chose de réalisable? Est-ce que nous avions pensé que Tipi Achadam pouvait tendre la main à son grand frère qui était en tournée en Europe et que celui-ci mette fin à sa tournée pour revenir à Lomé et sous l'émotion dire d'ailleurs qu'ils ne vont plus discuter avec Ford des réformes, mais qu'ils vont discuter de ces conditions de départ? Tout est possible, tout dépend de ce que les égos des uns et des autres soient calmés. Nous avons vu les égos, ce que ça a rapporté lors des locales passées. Vous voyez? Bon, moi, dans tous les cas, nous sommes là, nous donnerons toujours des orientations par rapport à ce que nous savons et par rapport à ce que nous pouvons envisager en voyant la scène telle qu'on la voit aujourd'hui. Maintenant, le reste, il ne dépend que des acteurs politiques à eux-mêmes de savoir ce qu'ils recherchent. Si c'est assurer la pérennité de son parti en voulant dire nous, c'est nous, on l'a vu avec les locales où effectivement les gens ont récolté des voix, mais ils sont insignifiants dans les conseils communaux. Donc, il faut aujourd'hui, les Togolais sont sortis après août 2017. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il y a cette union de l'opposition qu'ils attendaient depuis longtemps. Ils ont vu la C14. La C14, réellement, elle a pu entretenir le mythe jusqu'à un moment donné, jusqu'à cette solidarité à la panurge pour ne pas aller aux élections. Mais juste après quelques mois, quand les gens n'ont plus commencé par toucher leur perdième de l'Assemblée, les gens ont commencé par regretter le choix qu'ils ont fait. Alors que le choix qu'ils ont fait a donné quelque chose d'intéressant, c'est que UNIR, qui s'était réuni tout seul en 2002 pour transformer la Constitution, s'est réuni tout seul en 2019 pour la ramener à son état initial, portant limitation de mandat et élection à 2 tours. C'est ça la victoire qu'il devait... Vous voulez dire que l'opposition, son combat n'a pas été vain, hein? En réalité, sauf que les gens ne voient que l'aspect des avantages qu'ils ont perdus. Mais cette fois-ci, au moins, ils ont mis UNIR face à ses responsabilités parce que UNIR n'avait plus d'arguments pour dire que l'opposition n'est pas d'accord pour ça, n'est pas d'accord pour ci. UNIR a été obligé d'aller de l'avant. En clair, hein, pour finir, la réponse à l'interrogation du jour, Si le jeu est-il joué déjà? Si tout le monde va en rang dispersé au niveau de l'opposition à cette élection, ça veut dire qu'il n'y a rien en face. Faure Gnassingbé passera et va toujours continuer par diriger ce pays. Donc vous voyez déjà Faure Gnassingbé candidat, hein? Parce que ce n'est pas officiellement fait, même si son ministre des Affaires étrangères a dit que c'est une évidence. Non, vous savez, ce n'est pas une question d'officiellement fait. L'officiellement, là, qui le fait? C'est le parti. Le parti sur institution de qui? Le parti se réunit en congrès et désigne. Non, vous savez, excusez-moi, hein, ça, je ne m'adresse pas seulement au parti au pouvoir, je m'adresse à tous les partis du Togo. Ouais. On sait comment est-ce que les gens se réunissent en congrès et qu'est-ce qui a été défini à l'avance pour qu'on vienne dire que les militants aient la validé. Vous avez déjà fait un parti politique? Vous avez cette expérience? Mais, vous savez, je dis le plus souvent aux gens que je suis peut-être jeune, mais j'ai un long parcours. Vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous avez fait un parti politique? Bien évidemment, je connais beaucoup de partis politiques, non seulement, mais j'ai été aussi membre de partis politiques. De quel parti? Ça, je vous le donnerai à une autre occasion. Merci. Madi Diabakate, politologue, expert électoral. Et donc, 2020, c'est bientôt. Peut-être qu'on aura le temps de revenir sur le sujet. Nous sommes toujours disponibles. Merci. Et mesdames, messieurs, nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. À très bientôt sur votre chaîne.